Dans un contexte mondial où les chaînes d'approvisionnement sont fragiles, la main-d'œuvre rare et les pressions environnementales bien réelles, comment nos PME québécoises peuvent-elles continuer à croître et à innover? Aujourd'hui, je vous propose une réflexion inspirée d'une présentation que j'ai livrée au colloque du CDCQ en 2023, mais qui est toujours pour autant d'actualité. Et si la solution passait par la co-création de valeur entre entreprises? On en parle dans quelques secondes, juste après ceci. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence de la démarche Accord du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Un changement de paradigme. La concurrence ne se joue plus simplement entre entreprises individuelles aujourd'hui, elle se joue entre des réseaux d'entreprises, entre des écosystèmes même. La migration de la concurrence, on passe du 1 contre 1 vers le réseau contre réseau, exige des PME manufacturières qu'elles repensent leur modèle d'affaires, leur stratégie et surtout leur ouverture à la collaboration. Alors, le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui fait le lien avec une recherche collaborative que nous avons menée avec le professeur Saïd Echakoui, professeur-chercheur en marketing à l'UQAR à Lévis, Campus Lévis, donc l'Université du Québec à Rimouski, qui a une grande expertise en collaboration inter-entreprise, inter-réseau, inter-écosystème. Donc, nous avons fait une étude sur l'industrie des polymères au Québec qui met en lumière plusieurs forces, mais aussi certaines faiblesses de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites, et ce, en lien avec leur chaîne de valeur. L'article s'intitule, si jamais vous voulez le voir ou le lire, n'hésitez pas à me contacter ou à chercher sur Internet. Il s'intitule Drivers of Co-Opetition in the Plastic and Composite Material Industry. Et c'est un article qui a permis de faire la lumière, ou en tout cas résumer une étude que nous avons fait auprès des entreprises de l'industrie québécoise, donc avec une situation vraiment appliquée au réel. Et ici, on se met dans le contexte actuel, qui est le même contexte depuis plusieurs années, malheureusement, donc pénurie de main-d'œuvre ou rareté de main-d'œuvre. Il y a eu des problèmes qu'on a connus en lien avec la pandémie de la COVID-19, qui s'est transformé par la suite, il y a peu de temps, en problèmes, je dirais, socio-économiques ou politico-économiques avec ce qui se passe avec les États-Unis et tous les bouleversements des chaînes d'approvisionnement, des chaînes de commercialisation à travers le monde. Donc, ça a amené des bouleversements dans la fiabilité des chaînes d'approvisionnement, dans les débouchés de marché. À travers ça, il y a toujours les pressions des écologistes pour le bannissement de nombreux produits en plastique et il y a bien sûr la mondialisation des marchés qui se continue et qui prend une autre forme, étant donné certaines mesures de protectionnisme à des endroits, d'autres mesures d'expansion à d'autres. Donc, il faut que les entreprises se repositionnent. On passe donc d'une migration de type concurrence entre des entreprises individuelles vers maintenant une concurrence entre les réseaux de valeur. Donc, ce ne sont plus des entreprises entre elles qui se compétitionnent, ce sont plus des réseaux de valeur, des régions, des pays qui se compétitionnent entre eux ou entre elles pour pouvoir atteindre les nouveaux marchés, pouvoir maintenir leur présence sur le marché. L'industrie de la plasturgie au Québec, c'est une industrie qui se distingue. On remarque entre autres que les entreprises possèdent une expertise solide qui les distingue de leurs concurrents en Asie. Donc ça, c'est quelque chose qui est à mettre en valeur. On a vraiment la capacité de faire des produits à haute valeur technologique, à haute valeur ajoutée, des produits complexes, ce qui est toutefois de moins en moins vrai. Donc, on doit porter une attention particulière à cet effet. Ce sont aussi des entreprises au Québec qui sont très flexibles, qui ont une grande capacité de fabriquer des produits complexes mais personnalisés, qui peuvent, comme on dit en bon québécois, se revirer de bord sur un en dessous, là, donc être capable de s'adapter aux besoins des clients, être capable de moduler leur capacité de production, leur capacité manufacturière et autres pour pouvoir répondre à la demande. On a une industrie aussi qui peut fabriquer autant des petites que des grandes quantités de produits. Et lorsqu'on regarde les résultats de l'étude, les chefs d'entreprise identifient leurs activités principales dans leur chaîne de valeur comme étant la production. Donc, c'est ce qui caractérise actuellement l'industrie de la plasturgie au Québec, mais aussi de bien d'autres secteurs de l'industrie manufacturière. Et si on met ça sur la courbe de sourire de Michael Porter, un expert connu dans le domaine de mise en marché, surtout des grappes industrielles, réseaux industriels, tout ça, on voit que dans le cheminement de la chaîne de valeur, de la pré-production, production, à aller jusqu'à la post-production, on passe où avant, les éléments les plus importants étaient surtout le design, même un peu pas tant que ça sur le design, mais beaucoup de logistique en amont, les opérations, donc dans la production, et la logistique en aval pour faire la livraison et un petit peu de marketing et vente. Cette courbe du sourire-là a pris, avec les années récentes, une tendance à vouloir courber encore plus, à prendre encore plus la forme d'un sourire, où on va devoir introduire la recherche et développement, des notions plus avancées de design en pré-production, et non seulement ça,
aller au-delà dans la post-production, dans le marketing et vente et surtout dans le service. Donc, on doit aller vers une nouvelle chaîne de valeur qui va mettre encore plus l'expertise des entreprises et leur capacité à donner du service pour bonifier la chaîne de valeur. C'est ce qui a d'ailleurs le plus de valeur ajoutée dans un marché, dans la commercialisation de produits. C'est là qu'on va trouver le plus d'opportunités de rentabilité. Donc, trop souvent, nos entreprises opèrent dans une chaîne de valeur qui est linéaire. Mais dans un monde interconnecté, il faut penser en réseau de valeur. Ces réseaux-là sont dynamiques, sont interconnectés et sont orientés vers la création partagée de valeur. Donc, c'est une approche qui multiplie les opportunités. Il faut donc que les entreprises considèrent d'autres modèles de chaîne de valeur pour obtenir des meilleurs avantages concurrentiels et ainsi maximiser la rentabilité. Ça peut être autant de développer des nouveaux produits avec des partenaires, partager des coûts logistiques ou de recherche et développement, de faire de la coopétition sur des marchés qui sont éloignés du client. Donc, c'est sûr que lorsqu'on parle de marchés qui sont très près du client ou de démarches avec des clients existants, ça amène un certain froid, je ne sais pas si le mot se dit, une frilosité, et c'est compréhensible. Donc, en s'éloignant des marchés un petit peu plus éloignés des clients habituels, en allant chercher d'autres opportunités d'innovation, il y a des belles possibilités de collaboration qui pointent à l'horizon à ce moment-là. Si on regarde un exemple de chaîne de valeur linéaire où une entreprise peut augmenter son avantage concurrentiel en utilisant ses forces dans une autre industrie, on peut prendre l'exemple d'Honda. Tout le monde connaît les véhicules Honda, les voitures Honda qui ont une fiabilité du moteur, grande durabilité, tout ça. Mais tout ça se décline après ça dans des motos, dans des souffleurs, des souffleuses à neige, des tondeuses à gazon, équipements de jardinage comme des rotoculteurs, des génératrices. Donc, ils ont su aller développer des avantages concurrentiels à partir de leurs forces dans d'autres industries pour se diversifier et s'implanter davantage. Donc, pour contrer l'effet négatif d'une chaîne de valeur, il faut qu'il y ait une intégration de l'entreprise dans un réseau ou un écosystème de valeur. Ça veut dire que ça amène de l'amélioration de la valeur d'une entreprise. Comment ça se produit, ça? C'est au moyen de différentes formes de collaboration. On pense entre autres au créneau d'excellence, donc un peu comme votre humble serviteur et toute l'équipe ou l'industrie qui est derrière Alliance Polymère Québec, qui est un créneau d'excellence soutenu par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, les grappes industrielles, mais aussi par d'autres associations ou par différents partenariats ou alliances pour former de la coopétition, etc. Donc, pourquoi ce gain de valeur-là est important? C'est que la valeur qui est issue d'un réseau d'entreprises vient du fait qu'elle n'est pas rigide, mais plutôt fluide et qu'elle est créée par l'interconnexion entre plusieurs entreprises qui ont un intérêt commun. Donc, il y a vraiment des valeurs communes, il y a des intérêts communs, il y a des objectifs communs et cette force-là va se manifester d'une façon tangible. Donc, c'est une condition de survie. La collaboration pour la co-création de valeur, c'est désormais une condition indispensable pour survivre et prospérer. Tout ça amène à une collaboration qui doit être considérée comme un engagement entre deux ou plusieurs entreprises qui veulent joindre leurs efforts pour atteindre conjointement des objectifs communs. Donc, une chaîne de valeur en réseau, comme concept, c'est un regroupement d'entreprises qui offre de nombreuses possibilités. Soit, en premier lieu, un réseau d'entreprises, celles-ci vont travailler d'une part à créer de la valeur en fonction de leur intérêt commun, mais deuxièmement, d'une autre part, ils vont se faire concurrence pour capturer de la valeur en fonction de leur intérêt individuel. Donc, ça ne demande pas nécessairement d'abandonner chacun ses intérêts, de piler sur ses valeurs, de laisser passer ou de laisser partir des marchés. C'est plutôt de capturer cette valeur-là et de la partager et de s'assurer que tout le monde y trouve son compte et que les entreprises qui participent à cette compétition-là ou cette collaboration-là vont trouver leur compte. Donc, dans la chaîne de valeur en réseau, l'appartenance à un regroupement industriel, ça peut permettre à un contexte propice à l'émergence de relations de collaboration qui peuvent se faire d'une manière graduelle, bien entendu. Et cette chaîne de valeur-là en réseau va réunir ses membres autour de l'objectif de recherche de nouvelles sources d'avantages concurrentiels qui vont garantir l'accroissement de la valeur. Donc, c'est cette dernière, accroissement de valeur, qui devrait être en même temps ajoutée et partagée. Donc, par conséquent, la collaboration pour la co-création de valeur, ça va devenir désormais une condition indispensable pour survivre et prospérer à long terme dans un marché comme celui de la plasturgie et dans bien d'autres marchés d'ailleurs. Si on s'intéresse un petit peu plus près à la coopétition, dans les années 1980, c'est là qu'a été introduit le terme coopétition qui a été créé ou formé pour désigner ce que signifie la coopération et la concurrence simultanée de certaines entreprises. Donc, les entreprises ont intérêt à collaborer avec leurs concurrents pour, dans un premier temps, élargir le marché ou rechercher
chercher des nouveaux marchés, puis d'un autre côté, bien entendu, disputer les parts de marché. On ne peut pas empêcher des entreprises de faire leurs affaires, de développer leur marché. Mais en d'autres termes, l'objectif de la coopération, c'est de créer plus de valeur sur le marché tout en se disputant la plus grande part. Donc, la coopération peut avoir lieu au niveau local, donc le marché local, régional, ou au niveau international, les marchés étrangers. Bien que la coopétition soit considérée comme une collaboration risquée, un certain nombre d'études, et même je dirais plusieurs études, ont montré ses avantages pour les entreprises de plusieurs secteurs. Là où il pourrait y avoir un bon point de départ pour les entreprises pour voir à collaborer, ce serait de collaborer au début à des activités éloignées du client. Donc, les entreprises se font concurrence dans les activités qui sont proches des clients, mais vont coopérer dans les activités qui sont éloignées des clients. Donc, plusieurs activités peuvent faire l'objet d'une collaboration, par exemple, le partage des coûts d'expédition ou d'importation de matières premières, le partage d'informations sur d'autres concurrents. Donc, ça permet d'avoir une plus grande base de données, une plus grande veille concurrentielle. Partager une expertise technique sur des produits non exclusifs. Ça peut être aussi la transmission d'informations susceptibles d'avoir un impact sur le partenaire, donc le coopérant. Et aussi le dépannage du partenaire par la fourniture d'intrants non exclusifs afin de lui permettre de servir ses clients dans le cas d'une rupture de chaîne d'approvisionnement, par exemple. Ainsi, peu importe le modèle de chaîne de valeur qui est étudié, il apparaît essentiel que pour augmenter leur niveau de concurrence, les entreprises réfléchissent de façon non traditionnelle, non seulement en intégrant les actifs intangibles, par exemple la réputation, mais surtout en co-créant de la valeur avec des partenaires. Bien entendu, je n'essaie pas de vous faire croire que c'est facile, ça se fait d'emblée, mais avec des discussions et une excellente communication et une grande transparence, il y a plusieurs exemples de réussite et de grands succès qui sont connus à travers le monde pour ce type de collaboration. Et d'ailleurs, Alliance Polymère Québec, dans sa mission, dans son ADN, c'est d'aider à faciliter ce genre de création de valeur-là. Et nous avons plusieurs exemples concrets de projets collaboratifs structurants qui ont été réalisés, qui le démontrent. Et tout ça, sans compter les projets, les initiatives, les collaborations qui ont eu lieu entre plusieurs entreprises dont on ne connaît pas l'existence, mais qui ont tout autant de succès. Alors, je vous invite à prendre en considération que la co-création de valeur, c'est pas une tendance. C'est un levier stratégique pour nos PME québécoises, particulièrement dans le domaine de la plasturgie, donc les plastiques, matériaux composites et la fabrication de moules. On a un écosystème qui est complet, qui est bien intégré aussi avec des centres de recherche, des universités, des centres d'enseignement collégial, par exemple, panoplie de fournisseurs d'équipements. On a une panoplie d'équipementiers, de technologies disponibles, de consultants, d'experts. Donc, un grand réseau qui peut accompagner les entreprises. D'ailleurs, chez Alliance Polymère Québec, on y croit fermement et on travaille à bâtir ces pompes et à créer ces réseaux. Et je terminerai en vous posant une question. Et vous, à qui pourriez-vous tendre la main pour co-créer plus de valeur dès demain? N'hésitez pas à nous faire parvenir vos réponses ou à les indiquer dans la section commentaires. Et bien sûr, partagez cet épisode auprès de tout votre réseau. À bientôt. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et surtout à sortir du moule. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez j'aime, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos collègues et amis et surtout abonnez-vous à Sortir du moule sur votre plateforme préférée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Simon Chrétien, c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. À très bientôt sur Sortir du moule et pour ne rien manquer sur l'industrie des plastiques et des matériaux composites du Québec, visitez polymerequebec.com.